Bon, aujourd'hui, on se représente toujours Proust comme un immense auteur de la langue française. Alors attention, je dis pas que tout le monde aime Proust, je sais très bien que beaucoup de gens peuvent le trouver inaccessible, pompeux, ennuyeux, etc. Néanmoins, à mon sens, pour nier le fait que Proust est un grand auteur, quand on prend en compte ne serait-ce que la singularité de son style, innovant en plus pour l'époque, la densité de son œuvre ou encore la richesse de ses analyses, faut y aller. Et justement, de son vivant, les gens n'hésitaient pas à y aller, Proust c'était quelqu'un de très contesté. Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne publie À la recherche du temps perdu, son œuvre phare, qu'à la fin de sa vie, donc pendant longtemps, la plupart des gens n'ont quasiment aucun moyen de mesurer l'étendue de son talent. Il a certes publié un recueil de textes en prose quelques années plus tôt, à savoir Les plaisirs et les jours, mais celui-ci passe relativement inaperçu, et même s'il préfigure un peu le style de Proust dans la recherche, on en est très loin en termes d'ambition. Mais en plus, à cause de ça, comme Proust passe des années à fréquenter les milieux mondains, il finit par développer l'image d'un type un peu snob, presque superficiel, qui cherche plus à fréquenter du beau monde qu'à révolutionner la littérature. Et là où avec le recul, c'est encore plus amusant de voir à quel point Marcel Proust a pu être incompris de certains de ses contemporains, c'est que quand il cherche à faire publier le premier tome de La Recherche, toutes les maisons d'édition le refusent et il est obligé d'éditer son livre à compte d'auteur, c'est-à-dire de payer pour le faire publier. Heureusement pour lui, il va quand même réussir de fil en aiguille à séduire un certain public de son vivant, mais là encore, l'histoire est loin d'être toute rose. En fait, quand il obtient le prix Goncourt en 1919 pour le second tome de La Recherche, il essuie une pluie de critiques, mais alors monumentale. Il se fait démonter dans les journaux, les gens crient au scandale, pour faire simple, l'attribution du prix Goncourt à Proust met énormément de gens en colère. Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, Marcel Proust est peut-être considéré comme un goat de la littérature, mais il est loin d'avoir vécu comme tel. Et justement, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de creuser derrière le mythe pour vous raconter son histoire. Bon alors, pour commencer, notre cher Marcel Proust voit le jour un certain 10 juillet 1871 à Paris. Il est l'aîné d'une famille de 2 enfants, il a un jeune frère qui s'appelle Robert et qui deviendra plus tard chirurgien, suivant par là en quelque sorte les pas de leur père, le médecin Adrien Proust. Pour la précision, si notre ami Marcel a des origines catholiques par son père, sa mère, Jeanne Veil, est de confession juive et elle ne se convertira jamais au catholicisme, au contraire, elle entretiendra toujours un lien très étroit avec ses origines. Alors de leur côté, Marcel et Robert sont baptisés dans la tradition catholique, même si Marcel se sent pas spécialement croyant et s'avère plutôt, on va dire, agnostique. Néanmoins, vous comprenez pourquoi, au cours de sa vie et même après, malheureusement, il pourra lui arriver, du fait de ses origines, d'être victime d'antisémitisme. Et puis en plus, si besoin est de le préciser, pendant l'affaire Dreyfus, Marcel Proust rejoindra évidemment le camp des Dreyfusards. Bon, quoi qu'il en soit, pour rester pour le moment centré quand même sur la jeunesse de Marcel Proust, parce que c'est ce qui nous intéresse ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'il naît dans une famille bourgeoise et cultivée, ce qui lui permet, dès ses plus jeunes années, d'accéder à une éducation prestigieuse. En 1882, il entre au lycée Condorcet à Paris, où se retrouvent tout simplement les enfants de l'élite intellectuelle et financière parisienne. Il se révèle être un élève brillant, il décroche de nombreux prix, notamment en littérature et en philosophie, même si, malheureusement pour lui, il redouble sa 5e. Alors vous me direz, comment ça se fait qu'il redouble alors qu'il est bon élève? C'est très simple, il a quelques problèmes d'assiduité, et s'il manque un peu trop souvent les cours, c'est tout simplement parce qu'il souffre d'une santé fragile, il a de l'asthme, mais vraiment des crises très très sévères, qui d'ailleurs à chaque fois au printemps, quand les fleurs libèrent leur pollen, le mettent vraiment dans le dur. D'ailleurs, Robert Proust témoignera en 1923 à ce sujet dans un numéro spécial de la NRF dédié à son frère. C'est à l'âge de 9 ans, en rentrant d'une longue promenade au bois de Boulogne que nous avions faite avec nos amis Duplay, que Marcel fut pris d'une effroyable crise de suffocation qui faillit l'emporter devant mon père terrifié, et de ce jour date cette vie épouvantable au-dessus de laquelle planait constamment la menace de crises semblables. Bref, la vie de Proust va être considérablement marquée par cette santé fragile, par ces crises d'asthme susceptibles de l'emporter à tout moment. Bon, par contre, après, ce qu'on peut également dire à ce sujet, c'est qu'il se peut aussi que Proust, consciemment ou non, accentue ou dramatise parfois un peu ses symptômes dans le but d'attirer l'attention de sa mère avec laquelle il a une relation quasi fusionnelle. Alors attention, je dis pas que les crises d'asthme de Proust n'étaient pas aussi dangereuses qu'elles en avaient l'air. Au contraire, Proust était vraiment d'une santé très fragile, je ne minimise en rien sa maladie. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il peut lui arriver d'en jouer pour maintenir une relation de dépendance avec sa mère, qui le materne beaucoup pour son plus grand plaisir.
Il adore avoir son attention et de toute façon sa mère c'est peut-être la personne la plus importante de sa vie. Bon sinon en parallèle de tout ça, pendant son enfance aussi, il va régulièrement en vacances dans un petit village d'Eure-et-Loir qui s'appelle Illiers, et pour ceux qui ont lu la recherche, vous le savez peut-être, mais il s'agit de la commune qui va lui inspirer le village fictif de Combray. Et pour l'anecdote, ce village, Illiers, changera de nom en 1971 à l'occasion du centenaire de la naissance de Proust pour devenir Illiers-Combray, ce qui en fait apparemment l'une des très rares communes en France à porter un nom tiré de la littérature. Ensuite, en 1889, l'année de ses 18 ans, eh bien, il obtient le baccalauréat et à la suite de ça, il va faire des études plutôt prestigieuses, mais avant, il va passer par la case service militaire et j'avoue que quand j'ai appris ça, ça m'a un peu étonné parce que Proust, c'est pas trop le genre de mec que j'imaginais faire l'armée. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, à quelques exceptions près, le service militaire est obligatoire pour tous les hommes et il dure 3 ans. Seulement, la particularité de Proust, comme on l'a dit, c'est qu'il a une santé fragile, donc il pourrait tout à fait être réformé, mais il refuse et il s'engage de lui-même dans l'armée. Bon, par contre, on va être honnête sur une chose, il fait un service militaire un peu allégé. Déjà, comme il est bachelier, il peut faire son service en 1 an au lieu de 3. Je rappelle qu'à cette époque, tout le monde ne passe pas le bac. Et ensuite, l'armée va être quand même assez indulgente avec lui. En fait, il entre au 76e régiment d'infanterie à Orléans, où il va s'avérer plutôt maladroit et mauvais dans l'exercice militaire, il faut le dire. Apparemment, il n'était pas très doué pour tirer au fusil, et grâce aux relations de son père, il échappe aux exercices les plus difficiles pour l'époque, comme la natation ou le saut à cheval. D'ailleurs, dans son dossier, ils inscriront la mention « ne sait pas nager » et il terminera 63e sur 64, donc avant-dernier de sa promotion. Et pour l'anecdote, il faisait chier tous ses camarades de chambrée parce qu'il faisait beaucoup trop de bruit pour respirer quand il dormait. Bon, j'en rigole, mais évidemment, il n'y pouvait rien, c'était pas de chance pour lui. La faute, encore une fois, à son asthme. Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que même si Proust n'aura jamais fait un militaire d'exception, on peut quand même saluer sa bonne volonté de s'être engagé volontairement dans l'armée, malgré une condition physique qui ne s'y prêtait pas du tout. Après, il faut le préciser, ce qu'il voulait, c'était sortir de sa zone de confort, comme on dit aujourd'hui. En fait, il se définissait comme un malade de la volonté, donc le fait de s'engager dans l'armée, d'aller au-devant des difficultés, c'était peut-être pour lui une sorte de passage nécessaire pour s'endurcir, gagner en autonomie et sortir un peu de son milieu social familial ultra protecteur. Cependant, autant l'avouer, même si pendant 1 an il vit au rythme de l'armée et même s'il va garder une certaine fierté tout au long de sa vie pour avoir fait ce service militaire, une fois revenu dans la vie civile, il va reprendre un chemin beaucoup plus attendu pour un jeune homme de son milieu. En fait, à l'automne 1890, il s'inscrit en fac de droit et il suit en parallèle le cursus de l'école libre des sciences politiques qui deviendra plus tard Sciences Po. En 1893, il obtient sa licence de droit. Par contre, petite précision, il ne passe pas le diplôme final de l'école, donc même s'il y a étudié pendant 3 ans, il n'est pas officiellement diplômé de l'établissement. Bon, ça n'empêche pas Sciences Po de le compter parmi ses alumni les plus célèbres, évidemment parce que ça fait prestigieux, mais bref, tout ça pour dire que Proust n'est pas tout à fait allé jusqu'au bout de son cursus. Et là, vous allez me dire, pourquoi quel est l'intérêt d'aller étudier 3 ans à Sciences Po, tout ça pour pas passer le diplôme final? Et pas parce qu'à cette époque, on va dire que Proust fait surtout des études pour faire plaisir à son père, qui aimerait bien qu'à la suite de ça, il se trouve une position prestigieuse, par exemple dans une haute administration, mais de son côté, lui, il a jamais manifesté un projet professionnel très clair, et autant dire qu'à cette époque, il commence déjà à nourrir des ambitions littéraires, raison pour laquelle il s'avère pas un étudiant spécialement assidu. En vérité, j'en reparlerai un peu après, mais à cette époque, disons qu'au lieu de mettre son énergie dans les cours et les révisions, disons qu'il préfère parfois fréquenter des salons littéraires ou artistiques, et c'est comme tout, mais on peut pas être à 2 endroits à la fois, on peut pas tout faire, donc au bout d'un moment, il faut choisir, et c'est ce qui explique pourquoi Proust, alors qu'il est bon élève et qu'il est plutôt apprécié par ses professeurs, réalise tout de même des études en demi-teinte. Cependant, il s'arrête pas tout à fait là non plus, puisque après sa licence de droit qu'il obtient, il étudie à la Sorbonne et il passe une licence en lettres philosophie en 1895, licence, j'ai l'impression, qui suit peut-être surtout pour sa curiosité personnelle et pour montrer encore une fois aussi à son père qu'il reste pas sans rien faire. Néanmoins, à cette époque, comme je l'ai dit, ça devient de plus en plus clair qu'il n'a aucune envie d'entrer dans l'administration publique ou même d'occuper un quelconque emploi, et il va donc finalement devenir à peu près ce à quoi il se préparait depuis des années, c'est-à-dire un dilettante entretenu par une famille fortunée et qui passe son temps à fréquenter les cercles les plus huppés du Paris de la belle époque. En fait, dès l'âge de 18 ans, étant donné son milieu social, Proust peut accéder aux cercles artistiques et littéraires les plus prestigieux de la capitale. Par exemple, il est très ami avec un certain Jacques Bizet, le fils du compositeur Georges Bizet, et de la salonnière Geneviève Halévy, aussi connue sous le nom de Madame Strauss. Et le salon de Madame Strauss, à la fin des années 1880 et durant les années 1890, c'est un endroit très prestigieux où se retrouvent des personnalités comme Zola, Maupassant, Degas, etc. Or, Proust, il va très vite prendre goût à ce genre de salon, il va également devenir un fidèle de celui de Madame Lemaire, ou par exemple la comédienne
Sarah Bernhardt se produisait parfois, elle qui lui inspirera notamment le personnage de Laberma dans La Recherche. À côté de ça, il participe aussi régulièrement à de nombreux dîners mondains et à partir de 1898, il va également devenir un client très régulier du Ritz où il organise lui-même des dîners privés qui ont la particularité de souvent finir très tard et il s'y rend si souvent qu'on dit que le Ritz était son second domicile. Donc bref, tout ça pour dire que de ses 18 à ses 35 ans et quelques, Proust c'est un homme qu'on voit dans tous les milieux mondains de Paris. Et ça finit par lui attirer une petite mauvaise réputation dans les cercles littéraires dans la mesure où Proust passe pour un individu assez snob. En plus, dans les années 1890, il se fait pas vraiment connaître en tant qu'auteur puisqu'il écrit essentiellement des chroniques mondaines dans les journaux. Alors en 1896, il publie quand même un recueil de poèmes en prose et de nouvelles intitulé Les plaisirs et les jours, mais même si l'ouvrage semble prometteur et est plutôt accueilli favorablement, il provoque pas non plus une claque au lecteur, c'est pas un succès commercial non plus, il passe en fait relativement inaperçu, et surtout par son style, par ses thèmes, il confère encore un peu plus à Proust une réputation d'auteur mondain, du moins auprès de ceux qui en ont entendu parler ou qui l'ont lu. Pour l'anecdote, il semblerait aussi que Proust voyait essentiellement dans ce livre une œuvre de jeunesse, parce que quelques années plus tard, il fera tout ce qu'il pourra pour essayer de limiter ses réimpressions. Mais donc là où je veux en venir, c'est que dans les années 1890, étant donné que Proust n'a quasiment rien publié et qu'il passe son temps à fréquenter du beau monde, il renvoie beaucoup plus l'image d'un mondain superficiel que d'un auteur vraiment sérieux, quand bien même à l'époque, certains lecteurs ou auteurs reconnaissent déjà en lui une plume affûtée et un esprit d'une vive intelligence. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est que sa réputation auprès des gens qui le connaissent moins le précède, et ça va lui jouer des tours quelques années plus tard quand il cherchera à faire publier le premier tome de La Recherche. Cependant, n'anticipons pas trop parce que avant d'en arriver là, il y a encore quelques anecdotes assez intéressantes à partager au sujet de Proust, comme notamment son duel au pistolet. Alors je sais qu'on s'imagine souvent Proust en homme sensible, délicat, raffiné, mais le mec était quand même capable de vous provoquer un duel au pistolet si vous lui manquiez de respect. Bon, pour la précision si besoin, à l'époque le duel au pistolet égale l'octogone d'aujourd'hui. Donc on a un différend, on règle ça dans un duel. Et pour l'histoire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 1896, comme on l'a dit, Proust publie son livre Les plaisirs et les jours, qui passe relativement inaperçu dans la presse. Néanmoins, il y a quand même un critique, un certain Jean Laurin, qui, sous le pseudonyme Rétif de la Bretonne, démonte littéralement le livre dans un article du Journal, daté du 3 février 1897. Les plaisirs et les jours de M. Marcel Proust, de suave mélancolie, d'élégiatique veulerie, des petits riens d'élégance et de subtilité, des tendresses vaines, d'inanes flirtent en style précieux et prétentieux, avec, entre les marges ou en tête des chapitres, des fleurs de Madame le Maire en symbole jeté, et l'un des chapitres s'appelle « La mort de Baldassare de Sylvande, le vicomte de Sylvande, illustration de Cruche ». Bon, ça a pas l'air bien méchant comme ça, mais à l'époque c'est très insultant, et surtout dans son article, Jean Laurin insinue à la fin que Proust entretiendrait une relation homosexuelle avec Lucien Daudet, le fils de l'écrivain Alphonse Daudet, et ça passe clairement pour un outrage. À l'époque, c'est une accusation qui peut détruire une carrière, et même si c'est très probablement vrai, on sait très bien qu'à ce moment-là, Marcel Proust a effectivement une liaison passionnelle avec Lucien Daudet, et d'ailleurs pour la précision, si Proust restera officiellement célibataire pendant toute son existence, on sait qu'il a eu des liaisons de différentes natures avec plusieurs hommes au cours de sa vie. Il décide de défendre son honneur et pour ça, il provoque Jean Laurin en duel au pistolet. Le rendez-vous est fixé pour le 6 février 1897 dans le bois de Meudon. Proust se rend sur place accompagné de son ami le peintre Jean Béraud qui lui sert de témoin ainsi que d'un maître d'armes. Le duel se déroule dans les règles de l'art, donc Proust et Laurin se font face, puis ils se retournent, ils marchent jusqu'à être séparés de 25 pas et ils tirent chacun un coup de feu. Résultat, aucune des balles n'atteint ni l'un ni l'autre et pour cause, selon les sources, ils auraient chacun fait exprès de tirer en l'air ou par terre, bref, aucun des deux n'avait l'intention de viser l'autre. Alors vous me direz, tout ça pour ça? Bah oui, j'avoue, en vrai c'est quand même un peu rigolo parce que y a offense et du coup pour laver l'offense, qu'est-ce qu'on fait? On tire 2-3 coups de feu en l'air et puis c'est tout, on est bon. Bon, évidemment je rigole, mais à cette époque il faut savoir que ce genre de duel était parfaitement interdit par la loi, même si on dit qu'ils étaient tolérés dans les milieux artistiques ou mondains, pourvu qu'il n'y avait pas d'issue fâcheuse, parce qu'il est évident que si Proust ou si Laurin s'était blessé ou pire que l'un des deux avait tué l'autre, eh bien, ils auraient eu affaire à la loi comme n'importe quel citoyen, et à cette époque, je rappelle que la peine de mort était encore une sanction possible. Bon, quoi qu'il en soit, le résultat du duel fera l'objet le lendemain d'une courte mention dans le journal Le Siècle. Un duel au pistolet a eu lieu hier dans les environs de Paris entre monsieur Jean Laurin et monsieur Marcel Proust, à la suite d'un article de monsieur Jean Laurin paru dans Le Journal sous pseudonyme de Rétif de la Bretonne.
2 balles ont été échangées sans résultat. Voilà, les choses en resteront là. Ceci dit, Proust tirera de cet épisode une certaine fierté qui l'accompagnera encore une fois pendant toute sa vie. Bon, ensuite, après ça, à la fin des années 1890 et au début des années 1900, Proust a maintenant aux alentours de la trentaine et comme on l'a dit, il ne bosse toujours pas. Pour l'anecdote aussi, de 1873 à 1900, donc de ses 2 ans à ses 29 ans, il vit chez ses parents au 9 boulevard Malesherbes à Paris et de 1900 à 1905, la famille déménage au 45 rue de Courcelles, mais ça ne change rien, il vit toujours chez ses parents. Du coup, comment est-ce qu'il s'occupe quand il sort pas dans Paris? Eh bien, déjà en écrivant, puisque de 1895 à 1899, Proust travaille sur un premier roman qu'il laissera en réalité inachevé et qu'on appelle aujourd'hui communément Jean Santeuil. Pour résumer rapidement, il s'agit d'une œuvre d'autofiction où un certain Jean Santeuil, double littéraire de Proust, évolue dans les milieux artistiques et mondains de son époque. Le livre, ou du moins ce qu'il en a écrit, n'est pas aussi abouti que la recherche, néanmoins il préfigure déjà ce qu'elle deviendra puisqu'on y retrouve plusieurs thèmes communs comme une forte introspection, des réflexions sur le temps, sur la mémoire, sur la société mondaine, sur l'art, etc. Bon, il écrit quand même près de 1000 pages, mais il finit par se laisser dépasser par l'ampleur du projet qui s'avère difficile à structurer et qui est juste énorme pour un jeune écrivain. Je crois aussi qu'il se rend compte au bout d'un moment qu'il a fait un mauvais choix puisque le récit est raconté à la 3e personne, ce qui en termes d'introspection le limite beaucoup plus que l'usage de la première personne. Donc bref, au bout d'un moment, il voit plus quoi faire de cette histoire et il décide tout simplement de l'abandonner. Ensuite, après ça, il se lance dans un autre projet, à savoir des travaux de traduction. En fait, en 1900, l'auteur anglais John Ruskin décède et Proust, qui adore son travail, décide de le traduire en français. Le seul problème, c'est qu'il est nul en anglais, donc il se fait aider pour la traduction. Il demande à des gens, le plus souvent à sa mère, de traduire le texte original mot à mot de l'anglais vers le français et lui ensuite il se charge de le réécrire dans un joli français. Donc Proust en traducteur n'est pas forcément le gars le plus fidèle qui soit à l'œuvre d'origine, j'ai presque envie de dire que quand Proust traduit, il adapte, mais en fait, il faut le dire, il en a rien à foutre de respecter à la lettre la pensée originelle de l'auteur et il n'hésite pas à mettre sa patte. Et donc comme ça, il traduit 2 livres de Ruskin, à savoir La Bible d'Amiens en 1904 et Sésame et l'hélice en 1906. Bon, c'est pas le traducteur le plus prolifique qui soit, mais de ce que j'ai compris, ça reste ici une activité que sa famille voit plutôt d'un bon œil. En gros, vaut mieux qu'il fasse ça plutôt que rien du tout. Et c'est pareil, je précise, mais en fait sa famille, ils sont pas forcément contre ses ambitions littéraires, y compris son père, même s'il entretient des liens parfois un peu compliqués avec lui. En un sens, ils sont même plutôt à le soutenir, à s'intéresser même à son travail. Preuve en est de toute façon, puisque Proust vit à leurs dépens. Mais disons que le père de Proust aurait quand même préféré, comme je l'ai dit plus tôt, qu'il se trouve une situation un peu plus honorable, c'est-à-dire un métier un peu plus commun, qui paye et qui fasse bien. Quoi qu'il en soit, ça n'arrivera jamais, et surtout dans les années 1900, Proust va traverser à ce niveau un double drame, je veux dire au niveau de sa famille, puisque en 1903, son père décède et en 1905, sa mère le suit à son tour dans le tombeau. Ça, c'est vraiment dramatique pour lui parce que sa mère, comme on l'a dit, c'était tout simplement le pilier de son existence. Et au final, même si c'est pas forcément uniquement lié à ça, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en l'espace de 2 ans, après le décès de sa mère, Proust va totalement changer de vie. Bon, alors à la suite du décès de ses parents, d'abord il hérite de leur fortune et comme il lui laisse une somme absolument phénoménale, ce qu'on peut d'abord dire c'est que Proust dispose à ce moment-là de suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins jusqu'à la fin de sa vie sans qu'il ait jamais besoin de travailler. Pour vous donner une idée, en 1906, sa fortune est estimée à 1 346 625 francs et 47 centimes, ce qui représenterait aujourd'hui environ 5,4 millions d'euros. Donc non seulement il n'aura jamais besoin de trouver un emploi, mais en plus il peut continuer d'avoir un train de vie très mondain, donc il vit dans un superbe appartement parisien, il déménage d'ailleurs en 1906 au 102 boulevard Haussmann, il a des domestiques qui s'occupent de lui, il continue de manger dans des beaux endroits, etc. Bref, sur le plan matériel financier, Proust n'a pas trop de soucis à se faire, même s'il va investir des sommes déraisonnables dans des titres spéculatifs, et qu'à cause de ça, à la suite de la Première Guerre mondiale, il va perdre 58% de sa fortune. Néanmoins, rassurez-vous, il lui restera toujours bien assez pour ne rien changer à son train de vie. Cependant, bon là on parle d'argent, mais à vrai dire, la situation financière de Proust n'évolue pas tant que ça suite au décès de ses parents. En vérité, là où Proust change radicalement à partir de 1906-1907, c'est sur son côté social. En fait, à compter de cette période, Proust, qui était le premier à participer à toutes les réunions mondaines possibles, se met tout à coup à les déserter pour passer quasiment tout son temps dans sa chambre, 102 boulevard Haussmann. Et qu'est-ce qu'il fait dans cette chambre aux murs tapissés de liège pour une meilleure isolation phonique ? Eh bien, à partir de 1907, il commence l'écriture de À la recherche du temps perdu, son œuvre phare.
Alors par contre, attention, pour la précision, je dis pas qu'il ne met plus du tout le nez dehors et qu'il ne fréquente plus personne à partir de cette date. C'est faux, il ne devient pas un ermite complet. Par exemple, il continue d'aller dîner au Ritz de temps en temps ou de se rendre éventuellement à quelques réceptions. Mais disons qu'en termes d'assiduité, sa présence dans les milieux mondains n'a plus rien à voir avec le Proust des années 1890. Pour faire simple, à partir de 1907, il passe quand même le plus clair de son temps dans sa chambre, allongé sur son lit, dans lequel il écrit la nuit et dort le jour. Petite précision aussi au passage sur cette nouvelle vie de Proust, mentionnons quand même que s'il fait exprès de s'isoler pour pouvoir mieux travailler sur son œuvre, son comportement est également un peu lié dans une certaine mesure à sa santé fragile, à son asthme notamment, qui le contraint parfois à rester alité. Enfin bref, quoi qu'il en soit, à partir de 1907, Proust se met vraiment au boulot. Autant je vous ai dit que dans les années 1890, il avait essentiellement vécu comme un oisif, autant à compter de 1907, Proust se transforme en un acharné de travail et il va bosser ainsi jusqu'à la fin de sa vie, puisque l'écriture de la recherche va s'étaler sur 15 ans, de 1907 à 1922, et quand on prend en compte ce que la recherche représente, il faut l'admettre, Proust, sur ce coup, n'a vraiment pas chômé. Surtout qu'en plus, je le rappelle, mais pendant qu'il écrit la recherche, il a aussi ses problèmes de santé. Et voilà, et pour rappel, À la recherche du temps perdu, c'est quand même une œuvre romanesque qui s'étend sur 7 romans, c'est plus de 1,2 million de mots répartis sur quelques 3000 pages. Bref, c'est une œuvre extrêmement ambitieuse, encore plus que Jean Santeuil, et qui demande à Proust un investissement total. Alors après, je trouve que c'est toujours un exercice difficile de présenter et de résumer rapidement la recherche, mais dans les grandes lignes, pour vous en donner une idée si vous l'avez jamais lu, disons qu'à travers cette œuvre, Proust met en scène son double littéraire à la première personne et raconte une vie fictive, souvent étroitement inspirée de sa vie réelle, où on le suit depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, et j'ai envie de dire, on le voit faire l'expérience de la vie, c'est-à-dire passer par des expériences amoureuses, devoir faire le deuil de personnes qui lui sont chères, etc. Et en même temps, il présente dans cette œuvre toute une galerie de personnages propres à son milieu social, puisque la recherche, c'est pas seulement l'histoire du narrateur, c'est aussi celle de tous ces individus qu'il rencontre et qui appartiennent le plus souvent à la haute bourgeoisie ou à l'aristocratie. Après, à mon sens, ce qui est aussi important de souligner, c'est que l'intérêt de la recherche, c'est pas tant l'histoire, c'est-à-dire les événements qui arrivent aux différents personnages, mais plutôt la façon dont Proust va pouvoir s'en servir pour nourrir des réflexions et des idées sur toutes sortes de thématiques comme la mémoire, le temps, l'amour, l'art ou encore la société. Précisons également que l'œuvre est plutôt innovante pour l'époque dans le sens où elle préfigure un genre littéraire devenu aujourd'hui très courant, à savoir l'autofiction. Alors pour ne faire aucun anachronisme, j'insiste bien sur le fait que le terme autofiction est employé pour la première fois dans les années 70 par l'auteur et critique Serge Doubrowski pour qualifier l'un de ses romans à lui, mais disons que la définition qu'on donne de ce genre colle quand même vraiment bien à ce que Proust fait dans la recherche. Une autofiction, c'est quand un auteur met en scène dans une histoire fictive un personnage qui lui ressemble étroitement dans la vie réelle. Dans une autofiction, l'auteur ne cherche pas à coller exactement au réel comme dans une biographie, mais il s'en inspire très fortement pour servir son propos. Et ça, c'est exactement ce que fait Proust dans la recherche, qui d'ailleurs n'invente, je crois, quasiment aucun personnage. Ce que je veux dire, c'est que dans la recherche, quasiment tous les personnages iconiques ont été inspirés à Proust par des personnes réelles. Par exemple, le personnage de Swann est largement tiré d'un ami de Proust qui s'appelait Charles Haas, le baron de Charlus est très inspiré du comte Robert de Montesquieu, et le personnage d'Albertine, s'il a pu être inspiré par plusieurs jeunes femmes que Proust a connues dans sa jeunesse, ressemble aussi pas mal à un certain Alfred Agostinelli qui était le chauffeur de Proust. Pour l'anecdote, Proust en était éperdument amoureux, mais de son côté, Agostinelli n'a semble-t-il jamais vraiment répondu à ses avances et il meurt en 1914 dans un accident d'avion, ce qui sera encore une fois un événement terrible pour Proust parce que en fait ils étaient très proches et comme je l'ai dit, Proust en était vraiment très amoureux. Mais donc bref, tout ça pour dire que si la recherche n'est en aucun cas une œuvre biographique, elle puise énormément dans le réel. Et surtout, si aujourd'hui on considère que c'est une œuvre monumentale sur le plan littéraire, du vivant de Proust, les choses ne sont pas aussi évidentes, pour la bonne et simple raison qu'en 1913, quand il cherche à faire publier le premier tome de son œuvre, à savoir Du côté de chez Swann, eh bien il se fait tout simplement recaler par tous les éditeurs qu'il contacte. En fait, il le propose à 3 maisons d'édition assez prestigieuses à l'époque. D'abord, il l'envoie aux éditions Fackel, où on le refuse, ensuite à la maison Ollendorff, où le directeur lui répond « Cher ami, je suis peut-être boucher à l'émeurie, mais je ne puis comprendre qu'un monsieur puisse employer 30 pages à décrire comment il se tourne et se retourne dans son lit avant de trouver le sommeil. » Donc autant dire que là encore, c'est non. Et enfin, il l'envoie aux éditions Gallimard, qui à l'époque s'appellent les éditions de la Nouvelle Revue Française, et là, il fait face à un certain André Gide, membre très influent des éditions, qui le refuse également. Alors par contre, la différence entre André Gide et les autres éditeurs, c'est que quelques mois plus tard, il regrettera d'avoir refusé Proust, et il reconnaîtra lui-même que c'était une immense erreur de sa part. Il dira d'ailleurs que c'était la plus grosse erreur de la NRF. En fait, le truc, c'est que vers 1913, au moment d'évaluer le manuscrit de Du côté de chez Swann,
André Gide pense comme beaucoup de gens que Proust est juste un snob qui parle des riches, donc il n'en a pas une très bonne opinion, et il lit le manuscrit de façon très distraite avec des a priori négatifs, donc il passe à côté du livre. Malheureusement pour lui, Proust est finalement presque plus jugé sur sa réputation que sur son roman, même si, soyons honnêtes, parmi les gens qui le lisent, certains s'avèrent déjà quand même déboussolés par ses très longues phrases, son style très lent, comme le directeur de la maison Ollendorff. Du coup, pour faire publier son livre, Proust n'a d'autre solution que de partir vers une maison d'édition à compte d'auteur, donc il paye pour se faire publier, et il s'adresse pour ça à un très jeune éditeur du nom de Bernard Grasset. Il y a environ 1750 exemplaires du premier tome de Du côté de chez Swann qui sont imprimés lors de sa parution en 1913, et disons les choses franchement, le livre n'est pas un immense succès commercial ni critique. D'ailleurs, Proust le propose au prix Goncourt, mais il ne reçoit aucune voix. Alors après, il y a quand même quelques critiques très élogieuses qui paraissent dans la presse, par exemple dans le Figaro ou dans le Journal des débats, mais la particularité de ces critiques, c'est qu'en fait, Proust paye pour les faire imprimer, et surtout, il en écrit certaines lui-même, donc gageons qu'on est plus ici sur de la publicité que sur de la critique. Bon, après, sachez que c'était une pratique courante à l'époque de payer pour faire ce genre d'autopromotion, et puis bon, Proust cherchait tant bien que mal à se faire connaître en tant qu'auteur, il débutait, donc à mon sens, on serait bien rustre de lui jeter la pierre pour ça. D'autant qu'en plus, ça va pas spécialement bien marcher, puisque comme j'ai dit, le livre se vend pas super bien. On n'est pas sur un tirage très élevé, et de ce que j'ai vu, Grasset ne fera pas de réimpression, parce qu'après il sera mobilisé pour faire la guerre, et comme entre-temps, André Gide et la NRF finissent par reconnaître les qualités du livre, parce que oui, il y a quand même quelques personnes qui reconnaissent très vite en Proust un auteur talentueux, et bien ce qui se passe, c'est que André Gide convainc Proust de revenir vers la NRF. Alors au début, il refuse, mais comme Grasset est occupé à la guerre, il peut plus s'occuper de son livre, et il finit par accepter. Donc en 1917, la NRF rachète Du côté de chez Swann à Grasset, il récupère environ 200 exemplaires invendus, ce qui laisse suggérer que le livre en l'espace de 4 ans ne s'était pas vendu à plus de 1500 exemplaires, et surtout il propose à Proust de publier la suite de la recherche. Du coup, en 1919, Proust publie le second tome de la recherche, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, à la NRF, à compte d'éditeur. Alors à l'époque, la maison Gallimard n'est pas encore ce qu'elle est aujourd'hui, mais disons qu'elle est en pleine croissance, et surtout la NRF, c'est une maison qui peut se donner les moyens de bien promouvoir les auteurs qu'elle publie, donc d'assurer une bien meilleure distribution que Grasset, qui était encore un débutant. Néanmoins, ce qui va surtout aider Proust à faire connaître son livre, ça va être le prix Goncourt qu'il va obtenir et qui va provoquer un véritable scandale. Alors à l'époque, le prix Goncourt est une récompense encore assez récente. Il a été créé en 1903 à titre posthume à l'initiative des frères Goncourt, essentiellement pour répondre à l'Académie française qui, selon eux, ne reconnaissait pas suffisamment la valeur du roman. Donc l'objectif du prix Goncourt dans ses premières années, c'est de récompenser chaque année un ouvrage d'imagination en prose. Alors aujourd'hui, le lauréat reçoit juste un chèque de 10 €, alors qu'à l'époque de Proust, l'auteur touchait 5000 francs, donc beaucoup plus d'argent. Seulement dans les deux cas, il y a un siècle comme aujourd'hui, l'intérêt principal de ce prix, c'est pas la dotation financière, mais c'est le prestige qu'il amène et surtout la publicité qu'il engendre. Bon, après, à l'époque de Proust, le prix Goncourt offre pas une publicité aussi importante qu'aujourd'hui à ses lauréats, mais c'est de la bonne publicité quand même, ça Proust le sait très bien, et c'est pour cette raison qu'il décide de présenter À l'ombre des jeunes filles en fleurs au jury du Goncourt 1919. Et à vrai dire, si Proust croit en ses chances de l'obtenir, c'est pas seulement parce qu'il estime avoir écrit un très bon livre, c'est aussi parce qu'il sait qu'il a des soutiens dans le jury, dont un certain Léon Daudet, grand ami de Proust et frère de Lucien dont on a déjà parlé. Alors il y a 10 membres qui votent pour attribuer le prix Goncourt. Au premier tour, Proust obtient déjà 5 voix sur 10, donc il lui en manque juste une pour l'emporter. Les autres voix sont éparpillées sur d'autres œuvres. Au second tour, il en a encore une fois 5, et au troisième, il l'emporte puisqu'il obtient la majorité avec 6 voix. Le seul problème, c'est qu'au troisième tour, ces 6 voix, il les obtient face à un certain Roland d'Orgelès qui défend un roman de guerre baptisé Les Croix de bois. Et ça, auprès du public, auprès de la presse, ça ne passe pas parce qu'on est au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc voir un livre qui parle de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie remporter un prix littéraire prestigieux face à un récit de guerre qui plus est écrit par un poilu, puisque d'Orgelès, contrairement à Proust, a combattu dans les tranchées, c'est limite considéré comme une insulte. Du coup, il y a vraiment des journaux qui s'en donnent à cœur joie pour critiquer Proust, même s'ils ont peut-être pas forcément lu son livre, mais j'ai envie de dire, c'est un phénomène qui se passe toujours aujourd'hui, dans le sens où il n'y a rien de plus fréquent que de voir des œuvres critiquées pour ce qu'elles symbolisent, plutôt que pour ce qu'elles sont sur le plan artistique. Néanmoins, ce qui est assez drôle, c'est que comme Proust ne correspond pas à l'idée qu'on se fait d'un prix Goncourt à l'époque, tous les prétextes sont bons pour le discréditer. Déjà, il y a un truc, c'est qu'à l'époque, le Goncourt récompense surtout des jeunes auteurs, et à 48 ans, autant dire que Proust est considéré par beaucoup comme trop vieux pour mériter ce prix.
D'ailleurs, il y a carrément des journaux qui en jouent dans la mesure où ils publient des articles dans lesquels ils le vieillissent encore plus, comme pour augmenter le sentiment d'injustice lié à l'obtention de son prix. Dans une chronique de l'historien Jean Descartes, celui-ci explique que Proust s'en amuse d'ailleurs puisqu'il dira à ce sujet « La veille du prix, je n'avais pas de chance de l'obtenir parce que j'avais 47 ans. Le lendemain, j'étais indigne de l'avoir obtenu parce que je frisais la cinquantaine. En 24 heures, je l'ai dépassé. J'en suis maintenant à 58 ans. Je me vois vieillir avec la rapidité d'un personnage de féerie. J'attends avec résignation d'être prochainement centenaire. » Donc bref, toutes les raisons sont bonnes pour critiquer Proust, son âge, sa fortune, son milieu social, le fait qu'il n'a pas fait la guerre, son style d'écriture atypique, etc. Et finalement, quand on regarde ça aussi aujourd'hui avec le recul, ce que je trouve aussi amusant, c'est qu'on peut remarquer que certaines critiques s'avèrent finalement plus politiques que artistiques. Par exemple, un certain Raymond Lefebvre écrit dans Clarté « L'homme bien élevé, bien habillé et bien pensant, l'homme qui ne s'est pas aperçu de la guerre, n'a pas entendu la guerre et qui continue son 19e siècle en 1919, parlons cru, Monsieur Proust n'écrit pas, son genre est à gifler, le prix Goncourt 1919 marque un succès de plus pour le bloc national, on vote bien en France cette année, en politique tous les Rothschild triomphent, en littérature aussi, on pavoise du côté de chez Swann. Donc encore une fois, Proust est jugé sur sa réputation, sur ce qu'il incarne en tant que membre de la haute bourgeoisie, qui a passé une bonne partie de sa vie à fréquenter les milieux mondains, et surtout, on lui reproche une fois de plus de ne pas avoir fait la guerre, et parce qu'en plus il n'a pas écrit sur la guerre, on prétend qu'il fait comme si elle n'avait pas existé. Bon, autant le dire, cette critique s'attaque vraiment à un homme de paille. Quoi qu'il en soit, ceci dit, même si le prix Goncourt cette année-là provoque un immense scandale, gageons qu'il a le mérite d'aider Proust à faire connaître son œuvre et que, malgré tout, il reçoit un grand nombre de félicitations. Anecdote aussi, généralement au moment des délibérations du jury, les écrivains qui sont encore en lice pour le prix Goncourt se tiennent souvent pas loin du restaurant Drouan, là où les membres du prix rendent leur verdict. C'est exactement ce que fait Roland d'Orgelès d'ailleurs, qui attend à proximité. Par contre, Proust, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est qu'il est chez lui et il roupille. Alors évidemment, dès qu'on sait qu'il a le prix, les gens de la NRF se précipitent chez lui pour l'avertir, et surtout Gaston Gallimard s'empresse de faire réimprimer le livre, parce qu'ils en ont très peu en stock, et ils comprennent à ce moment-là que la demande va être élevée. C'est effectivement ce qui se passe, puisque un an plus tard, Proust et Gallimard vendent à peu près 23 100 exemplaires de À l'ombre des jeunes filles en fleurs, ce qui n'est pas mal du tout, notamment pour un livre qui nécessite de lire le précédent pour le comprendre, et alors que le tome 1 était relativement passé inaperçu. Bon, ceci dit, en face, d'Orgelès s'en sort beaucoup mieux, puisque lui, il vend 85 156 exemplaires des Croix de bois en un an. Il obtient aussi au passage le prix Femina. Du coup, j'ai envie de dire, tant mieux pour lui. Après, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut en tant qu'auteur, je ne l'ai jamais lu. Néanmoins, la seule chose que je peux souligner, c'est que, contrairement à Proust, malheureusement pour lui, un siècle plus tard, on se souvient plus trop de son nom. Bon, après, ce qui est aussi amusant avec les prix littéraires, c'est qu'ils ne garantissent jamais à une œuvre d'entrer dans la postérité. Il y a plein de livres qui n'ont jamais été primés et dont on parle encore aujourd'hui, alors qu'en fait, la plupart des prix Goncourt ou des prix Femina finissent par tomber dans l'oubli au bout de quelques années, à quelques exceptions près, comme À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Mais enfin bref, en tout cas, ce que je trouve particulièrement cocasse, c'est qu'aujourd'hui, on va dire que le Goncourt a été particulièrement clairvoyant en récompensant Proust en 1919. Pourtant, à cette époque, le fait qu'il obtienne ce prix est au contraire vécu comme un scandale. Et moi je suis désolé, mais ça me fait vraiment un peu rire. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'en réalité, on a surtout légitimé le prix Goncourt de Proust a posteriori, parce que son œuvre est restée dans les mémoires. Bon, quoi qu'il en soit, après l'épisode du prix Goncourt et malgré le scandale, Proust accède enfin à une certaine reconnaissance littéraire. En 1920 et 1921, il publie respectivement les deux parties du troisième tome de La Recherche, à savoir Le côté des Guermantes. En 1921 et 1922, il fait de même avec le quatrième tome, Sodome et Gomorrhe. Néanmoins, il n'aura pas l'occasion de présenter lui-même à ses lecteurs les trois derniers volumes de La Recherche, puisque malheureusement, il décède le 18 novembre 1922 des suites d'une bronchite mal soigné qui a apparemment évolué en pneumonie. Comme on l'a dit au cours de cette vidéo, Proust était d'une santé très fragile et les dernières années de sa vie, il se sentait très affaibli. Pourtant, toutes ses forces, il les met quand même dans l'écriture de La Recherche. Et d'ailleurs, quand il meurt, s'il a fini d'écrire son œuvre, il continue inlassablement de la retravailler. Et c'est pour cette raison qu'on peut considérer que les trois derniers livres sont des inachevés, dans le sens où il n'a pas eu le temps de les retravailler comme il le voulait, et que certains passages étaient peut-être encore à l'état, on va dire, de brouillon. Mais donc, ensuite, après sa mort, c'est son frère qui hérite de tous ses manuscrits, et il se charge de publier le reste de son œuvre et de préserver son travail en tant qu'écrivain. Du coup, les trois derniers tomes de La Recherche paraissent juste après la mort de Proust. La prisonnière en 1923, Albertine disparue, d'abord titrée La fugitive en 1925, et Le temps retrouvé en 1927.
Bon, sur ce, j'ai fini de vous raconter la vie de Marcel Proust, mais j'avais juste envie de terminer cette vidéo avec quelques réflexions supplémentaires sur Proust et sur son œuvre. En vérité, on le sait très bien, aujourd'hui encore, même si Proust est reconnu comme un immense auteur, ça reste un écrivain qui divise, dans le sens où, d'un côté, on a des gens qui l'adorent, qui sont absolument fans de la recherche, et de l'autre, il y a des lecteurs qui n'arrivent pas du tout à pénétrer son univers, qui trouvent son style pompeux, inaccessible, et qui sont tout simplement allergiques à ses livres. Mais d'abord, en fait, là-dessus, j'ai juste envie de dire, c'est pas grave. Si Proust, c'est pas fait pour vous, si vous avez du mal à le lire, il n'y a aucun problème à ça. Ça veut pas dire que vous êtes idiot ou que vous avez mauvais goût. Il n'y a aucun auteur qui s'adresse nécessairement à tout le monde, pas même chez les classiques, et puis de toute façon, on n'a jamais raison ou tort d'aimer ou de ne pas aimer une œuvre. Donc, si vous aimez pas Proust, tant pis, j'ai juste envie de dire, essayez de le lire, et puis si ça vous plaît pas, passez à autre chose, quitte à réessayer peut-être plus tard, parce qu'il arrive parfois qu'avec le temps, il y ait des choses qui se débloquent en nous, et qu'une œuvre qui nous paraissait sans intérêt se révèle subitement à notre sensibilité, raison pour laquelle je considère que ça peut valoir le coup de donner plusieurs chances à un auteur au cours de sa vie, et Proust fait partie de ces auteurs. Après, de mon côté, pour vous donner mon ressenti vis-à-vis de Proust, sachez quand même que c'est un écrivain que j'adore. Franchement, c'est un de mes romanciers préférés. Alors, c'est peut-être pas très original de dire ça, mais c'est comme ça. Personnellement, je suis très sensible à sa musicalité, au rythme de ses phrases, à la finesse de ses analyses. Clairement, la recherche, c'est une œuvre qui me parle. Bon, après, j'admets quand même humblement une chose. J'en avais déjà parlé dans une vidéo où je parlais de Proust et de Céline. Pour le moment, j'ai lu les 4 premiers tomes de la recherche, et effectivement, il y a eu des fois où j'ai trouvé quelques passages un peu mou, et en soi je dis pas que ces passages sont mauvais d'un point de vue littéraire, c'est juste que personnellement mon intérêt peut fluctuer en fonction de ce que Proust raconte et analyse. Néanmoins, ce que je dis là, comprenez que c'est un commentaire très personnel qui est peut-être aussi dicté par mon propre goût, dans le sens où j'avoue que moi je préfère les petits livres très concis qu'on peut relire plusieurs fois aisément, et la recherche évidemment c'est tout le contraire. Quoi qu'il en soit, je suis aussi conscient que sur plus de 3000 pages, Proust peut pas non plus être au top niveau à chaque instant, et de toute façon, peu importe le roman fleuve que je vais commenter, j'en dirai je crois toujours autant. C'est vraiment une question de format, mais je trouve que dans des longs romans, il y a toujours des irrégularités, c'est-à-dire des passages où on peut s'ennuyer et d'autres où on dévore le livre sans même s'en rendre compte. Ceci dit, vraiment, comprenez que la recherche reste pour moi un énorme coup de cœur. Plus de 90% du temps, je suis juste subjugué par ce que je lis, et par exemple, même si dans Le Côté des Guermantes, il y a eu des passages que j'ai trouvé un peu mous, quand je vois la phrase finale tomber, je prends une énorme claque, et rien que pour ça, je suis content d'avoir lu le livre. Je crois que Le Côté des Guermantes, c'est le roman qui a la phrase finale qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus ému de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui. Et sinon, autre commentaire aussi, j'ai souvent entendu dire que Albertine disparue et Le Temps retrouvé, donc les 2 derniers tomes, comptaient en fait les passages les plus merveilleux écrits par Proust. Cependant, comme Proust a écrit ses livres de façon totalement linéaire, dans le sens où, contrairement à un Balzac avec la comédie humaine, où on peut lire les romans dans l'ordre qu'on veut, là, avec la recherche, il y a quand même une trame narrative à suivre avant d'arriver à Albertine disparue. J'avoue que ça prend du temps d'y parvenir, et c'est pour ça que La Prisonnière est toujours dans ma pile de lecture. D'un côté, j'ai envie de le lire, de l'autre, j'ai aussi plein d'autres livres à découvrir. Néanmoins, je vous rassure, j'y viendrai. De toute façon, j'ai le livre chez ma mère. Il faut juste que je trouve le temps, mais je suis confiant, l'heure viendra un jour pour moi de terminer la recherche. Quoi qu'il en soit, en attendant, c'est tout pour cette vidéo. Évidemment, je n'ai pas été exhaustif sur la vie de Proust, donc si vous avez d'autres anecdotes à nous partager le concernant, je vous en prie, exprimez-vous en commentaire. Pour ceux que ça intéresse, j'en ai pas trop parlé récemment, mais j'ai aussi une newsletter où je vous partage parfois du contenu supplémentaire sur la littérature, sur l'écriture. Pour vous inscrire, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Et enfin, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos, et moi je vous dis à bientôt.